Bienvenue sur Fil Horizon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voyons ensemble comment regarder la relation avec une approche systémique, un point de vue plus élargi, plus global, plus holistique. Et cela tout simplement pour vous offrir un nouveau point de vue, une autre manière de regarder la relation qui, je l'espère, vous permettra aussi un peu de respiration. Au sein des relations atypiques, comme elles mettent en situation des personnes avec souvent des atypies, souvent elles sont cumulées, on n'a pas qu'une seule atypie, eh bien la relation présente beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. On est parfois en perte d'énergie ou de confiance ou d'espoir. Éventuellement, ce dont on a besoin dans ces moments-là, c'est de retrouver du sens. L'une de mes casquettes étant l'éducation spécialisée, ici, je me permets de faire de l'éducation sentimentale. L'éducation spécialisée est le métier qui vise à accompagner toute personne en difficulté et l'amener vers l'autonomie. Nous commençons donc par les bases, par le b.a.-ba, par les fondamentaux de la relation. Alors, premièrement, ça peut être curieux, mais beaucoup de personnes ne perçoivent pas bien ce que représente une relation. C'est-à-dire que si on est face à l'autre personne, vous voyez sur ce tableau que j'ai créé donc deux espaces, un à gauche et un à droite pour les deux partenaires. S'il n'y avait que ces deux espaces qui se répondent de manière un peu dramatique, c'est-à-dire par l'action et la réaction envers l'un et l'autre, je considère qu'il n'y a pas de relation. Ce peut être une sorte d'environnement fusionnel où chacun se perd, où personne ne sait exactement où est-ce qu'il en est, qui il est au sein de la relation et où il n'y aurait pas les moyens de pouvoir négocier. Pour négocier, pour apprendre donc à se connaître soi et connaître l'autre, il faut un troisième espace et cet espace, c'est pour moi la relation. Donc sans cet espace, sans ce troisième espace, pour moi, on est comme dans un environnement embryonnaire où on est simplement en train de réagir, contrevenir ou faire avec l'immédiateté de ce qui émerge dans la vie, dans le présent. On serait comme dans un mode de survie, un mode automatique sans réflexion, d'action et de réaction. Et qu'est-ce qu'on observe de ce rapport, donc sans le troisième espace de la relation? Pour les couples qui ne seraient pas atypiques, ça pourrait être par exemple des gens qui passeraient une vie entière ensemble sans jamais véritablement se connaître. Donc sans se connaître soi-même et sans connaître l'autre. Parce que même pour se connaître soi-même, il faut créer un espace relationnel avec soi. Ce qui signifie engager un véritable dialogue avec toutes les parts de soi pour les accepter et les intégrer. Pour les couples atypiques, eh bien, l'aventure relationnelle serait encore plus challengeante en raison des atypies. Cela pourrait donner beaucoup d'incompréhension et donc de difficultés et donc de souffrance. Selon les profils des partenaires, cela peut amener même des séparations plus ou moins longues, des retrouvailles avec reséparation et de la désillusion, du désenchantement et parfois de la perte d'espoir. La différence entre le premier groupe, donc les couples, on va dire, plus typiques, il y a la possibilité de créer une relation au quotidien selon des modalités différentes. Chacun peut vivre chez soi ou ensemble, mais pour les couples, on va dire, plus classiques, il n'y a pas de réelle difficulté à se rencontrer dans le monde matériel. Alors que pour le second groupe, qu'on va appeler les couples plus atypiques, il peut y avoir une distance, une sorte de répulsion qui rend la concrétisation de la relation beaucoup plus complexe. Pourquoi est-ce plus complexe? Eh bien, dans ce second groupe, on va noter différentes caractéristiques
qui peuvent être autant d'obstacles pour la relation. Quel que soit le couple, qu'il soit classique ou atypique, il y a lieu de créer une relation parce qu'autrement, ce serait comme deux vies parallèles qui ne se rencontrent pas véritablement. Alors, parmi les caractéristiques symptomatologiques des couples atypiques qui rendent leur rencontre si complexe, cela peut être de l'hypersensibilité, de l'hypervigilance, de la déformation de la réalité, des peurs de rejet et d'abandon, des phobies, des interprétations et des fausses croyances, un besoin excessif d'attention, une labilité émotionnelle engendrant de l'anxiété, de l'impulsivité, le repli sur soi ou le figement. Alors la labilité émotionnelle, c'est l'instabilité marquée par des changements émotionnels rapides et intenses qui fait que l'émotion prend tout le champ de façon parfois inappropriée, de façon trop fréquente ou trop intense ou longue, de sorte que cela handicape véritablement la personne qui les vit. Dans ce second groupe, on va aussi observer une plus grande rigidité de la pensée et des actions. Il y a aussi le contrôle qui est très marqué, donc les rapports de force, la domination, la soumission, mais aussi une faible estime de soi, une instabilité parfois de l'identité et parfois même aussi de la dissociation. Alors, toutes les caractéristiques que j'ai ici énumérées et qui ne sont pas exhaustives, il y en a d'autres, on va les englober dans ce que Adeline Gardinier a nommé le matériel traumatique. Alors, je vous rappelle, Adeline Gardinier est une psychologue clinicienne qui a théorisé pas mal sur le lien d'âme jumelle. Et donc, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube afin de pouvoir suivre tous ces contenus que je trouve vraiment très intéressants. En tout cas, je le dis sans aucune gêne, si cette femme n'existait pas et si elle n'avait pas produit ce contenu-là, je ne suis pas sûre que j'aurais pu créer une relation. Alors ici, sur mon tableau, vous voyez que le matériel traumatique, c'est ce qui se place entre les deux protagonistes, les deux partenaires et qui au fond sépare les partenaires. Ce qui maintient les gens qui s'aiment à distance l'un de l'autre, ce qui est l'effet répulsif, est constitué de tout ce matériel traumatique, donc tout ce que je vous ai cité comme caractéristique. Mais encore, ce qui maintient les amoureux séparés l'un de l'autre, c'est le fait de rejouer perpétuellement ce qui a été traumatique par le passé et qui reste un enjeu perpétuellement réactualisé dans le présent des partenaires avec l'espoir d'une issue favorable. Si l'on comprend bien cela, eh bien le défi sera de ne plus remettre en jeu tout ce matériel traumatique au cœur de la relation. En vérité, si vous avez bien compris mon premier propos, tant qu'on fait ça, il n'y a pas de véritable relation. Je vais vous illustrer ça par une petite anecdote qui date de mon adolescence. J'étais amoureuse d'un garçon dans mon lycée, mais j'étais tellement timide que mon amie de l'époque a pris l'initiative de contacter ce garçon en se faisant passer pour moi, donc elle lui parlait à ma place. Il ne s'est jamais rien passé entre ce garçon et moi, mais en revanche, ce qui est vraiment marrant, c'est que des années plus tard, vers 20 ans, une autre amie m'apprend qu'à l'autre bout du fil, ce n'était pas lui non plus, c'était son ami. Par cet exemple un peu symbolique et radical, j'essaye de vous faire comprendre que lorsqu'on remet en jeu au cœur de la relation des problématiques d'enfance, des problématiques passées, eh bien on n'est pas véritablement en relation avec la personne qu'on aime. Tout simplement parce qu'on n'est pas
tout à fait au contact de soi. On n'est pas authentique, on n'est pas en vérité. Alors, voyons ensemble comment lever ce voile, comment lever le matériel traumatique pour s'en libérer. Dans cette valse qui est un véritable travail d'équipe, chacun a un rôle différent et tout le monde œuvre dans la même direction, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Tout le monde aspire à réussir la relation. Il est plutôt rare d'entendre un humain dire « Ah non, non, moi ça m'intéresse absolument pas de pouvoir vivre un amour heureux, tout ce que je veux, c'est de tout faire foirer. » Ça, c'est assez rare. En général, quand ça foire, c'est plutôt que la personne essaye tragiquement d'exprimer quelque chose. Alors, en observant ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une personne A, on va dire la personne de gauche, et une personne B, la personne de droite. Les deux personnes sont amoureuses l'une de l'autre, donc je l'ai indiqué par les deux cœurs qui se répondent. Je dis amoureuse pour schématiser, pour faire simple, mais on peut dire attirées inconsciemment l'une vers l'autre. Elles sont en résonance en tout cas. La personne A voit la personne B, mais elle fait surtout l'expérience de ce qu'on appelle l'ombre de la personne B, que j'ai mis en noir, donc tous les aspects dysfonctionnels de la personne dont elle est amoureuse. Mais encore, elle voit aussi tous les aspects lumineux, donc c'est pour ça que derrière l'ombre en noir, j'ai mis la vraie personne de manière lumineuse, donc en jaune. En général, les personnes qui me consultent, c'est au nom du fait d'avoir rencontré cette véritable personne, donc lumineuse, qu'elles ont du mal à lâcher l'affaire malgré une situation parfois chaotique. Et si ce n'est pas chaotique, c'est au minimum ambigu, en raison de ces deux aspects qui sont tout à fait opposés. Donc il y a l'ombre et la partie lumineuse de la personne B. Bien souvent, cette personne, elle est assez au fait de cette dichotomie à l'intérieur d'elle, parce que ça se voit, c'est souvent assez visible cette ambiguïté. En somme, la vraie personne représentée en jaune voit son ombre en face d'elle. La personne A, elle se présente dans la relation en général avec son cœur grand ouvert. C'est pour ça que je l'ai mise en orange, une couleur qui se rapproche du cœur. L'élan d'amour qu'elle ressent pour la personne B est si présent, si intense qu'il la mobilise tellement qu'elle pense véritablement vivre l'amour. En revanche, pour la personne A, il y a quelque chose qui reste dans son angle mort qu'elle ne voit pas et que la personne B voit très bien, c'est qu'elle a aussi une ombre, c'est-à-dire qu'on a tous en soi une part lumineuse et une part moins lumineuse, je dirais. Et donc, comment faire pour se débarrasser du matériel traumatique au milieu qui empêche la relation, qui empêche la réunion? C'est d'aller observer nos ombres. Observer nos ombres, il ne s'agit pas d'aller se flageller et de se culpabiliser, mais de simplement les regarder, les reconnaître pour les intégrer en soi. Car bien souvent, il est plus simple de le remarquer chez l'autre plutôt que chez soi. Déjà, lorsqu'on remarque quelque chose chez l'autre, c'est déjà un gros indice de ce qu'on ne voit pas chez soi. Et cela, c'est une propension que nous avons tous à aller regarder chez le partenaire ce qui cloche chez lui avant de regarder chez soi. Et le drame dans ce genre de situation, c'est aussi que on regarde le partenaire à travers le matériel traumatique. Donc on le voit à travers des lunettes ou à travers des filtres qui sont tout à fait erronés. Et ce qui est regardé à travers le matériel traumatique est inversé par rapport à la réalité. Par exemple, j'entends bien souvent sur des sites qui se sont spécialisés concernant les évitants que soi-disant les évitants auraient peur de l'amour et soi-disant ils auraient peur de s'engager. Eh bien cela pour moi, c'est une analyse faite
à partir du matériel traumatique de la personne qui observe l'évitant. Parce que d'après moi, l'évitant, il a surtout peur de s'engager dans une relation qui ne serait pas authentique avec un amour qui ne serait pas authentique. Or, si on comprend bien ce tableau, la personne A, elle pense être dans un amour authentique, sauf que si elle ne regarde pas son ombre, elle ne peut pas être authentique et son amour non plus. C'est souvent plutôt un amour teinté de peur. Et cela au même titre que la personne B, dont les comportements sont teintés de peur et dont l'amour n'est pas authentique non plus. Mais pour des raisons différentes, c'est-à-dire que la personne B, elle protège son véritable soi, donc que j'ai représenté ici en jaune, elle protège la véritable personne de s'engager dans une relation qui ne serait pas authentique. Tandis que la personne A, croyant faire tout ce qu'il faut pour être totalement en amour et totalement en spontanéité et en authenticité, ne verrait pas son ombre et donc ne ferait pas en sorte de l'intégrer. Et c'est comme se mentir à soi-même en fait, c'est comme être dans le mensonge. La personne B, elle est parfois même plus au clair, c'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'elle protège sa forteresse, son petit cœur. Elle sait très bien qu'elle ne veut plus aller exposer son cœur sur la place publique, le laisser en proie à la première ou au premier venu, et elle va le défendre d'une manière telle que potentiellement elle rendra la relation impossible. Et donc, comment résoudre cette équation si ce n'est que la personne A commence par intégrer son ombre, commence à accepter qu'elle n'est pas toute puissante ou toute impuissante, mais qu'elle aille vers sa pleine puissance. Donc, cette personne A, en général, elle croit savoir mieux que la personne B et de lui informer, de lui indiquer ce qu'elle devrait faire pour s'améliorer. Et comme cela ne se passe pas, eh bien, elle tombe dans le désespoir et donc dans l'impuissance. Ici, elle gagnerait à intégrer sa pleine puissance qui est totalement différente. Et comment fait-elle cela? En se retournant, en acceptant qu'elle a aussi une ombre et qu'elle a aussi des choses à aller regarder. Une fois qu'elle fait ça, eh bien, elle devient alors aussi plus confiante et aussi digne de confiance aux yeux de la personne B. En intégrant son ombre, elle devient alors véritablement authentique et elle peut alors prodiguer un amour authentique. C'est à ce titre-là que la personne B acceptera de montrer son vrai soi, que le matériel traumatique qui sépare les deux amoureux tendra à disparaître et que les deux pourront alors se rapprocher. Ce qui n'est pas vu dans ce type de relation, c'est que la personne B reste à distance car elle ressent une trop grande dissonance de la part de la personne A. Et à la question pourquoi ce serait toujours à la personne A de commencer le travail, eh bien tout simplement parce que c'est la personne la plus souple du système qui a le plus d'influence sur le système. Et donc, c'est notamment vous qui m'écoutez qui avez le plus de chances de pouvoir mobiliser et transformer le système. Alors, lorsqu'on dit qu'on a tout essayé pour faire fonctionner la relation et que cela n'a pas marché, voyons en quoi cela justement parle de cette ombre qu'on ne voit pas. On entendra aussi à travers toutes ces tentatives de solutions qu'elles sont marquées de dissonance. Déjà, il faut accepter que la personne part d'un bon sentiment, qu'elle essaye d'apporter le meilleur à la relation, mais elle ne voit pas qu'elle le fait à travers son matériel traumatique. Donc, elle le fait avec les mauvaises lunettes. Elle le fait ainsi depuis toujours, depuis son enfance, car c'est comme cela qu'elle a appris à survivre en relation. Et aussi, elle le fait sans intégrer son ombre au préalable. Ce serait comme penser qu'on a la science infuse et qu'on est tellement doué en relation et qu'on a vu tous ces podcasts sur les évitants et qu'on sait ce qu'il faut faire.
C'est simple et clair, l'évitant, il n'a qu'à aller se faire soigner. Et cela, nous l'avons vu par le passé, c'est une impasse puisque la personne B, il est très rare qu'elle acceptera d'aller se faire prendre en charge. D'après moi, c'est à juste titre parce que lorsque la personne A fait le travail de retournement de soi, d'aller intégrer son ombre, le matériel traumatique tend à disparaître, et bien on voit la personne B telle qu'elle est véritablement et peut-être même qu'elle n'a pas besoin d'aller se faire soigner. Alors voici une liste non exhaustive de ce que fait la personne A tant qu'elle ne voit pas et qu'elle n'intègre pas son ombre. Et donc ce sont des actions qui sont mises en place totalement pilotées par l'ombre et vous allez comprendre en quoi c'est si difficile de discerner cette ombre, de quoi elle parle. Et bien sûr, cela devient problématique quand c'est fait de manière répétitive et non consciente, c'est-à-dire de ne pas se rendre compte à quel point cela peut engendrer une problématique. Mais si vous le faites une fois ou deux et que vous vous remettez en question après, c'est pas ça qui va empêcher la relation. C'est vraiment le fait de rester en boucle en pratiquant chaque fois les mêmes tentatives de solutionnement qui devient problématique. Alors, en point numéro 1, j'ai indiqué le contrôle excessif. Donc ça, c'est assez récurrent dans les relations atypiques. Comme on n'est pas forcément à l'aise dans ce type de relation, on va avoir une sorte de contrôle excessif pour surveiller la relation, surveiller ce qui se passe de l'autre côté, chez l'autre, qu'est-ce qu'il fait, anticiper ce qui va arriver, y penser souvent, ruminer. La croyance ici, donc une croyance limitante, c'est plus je contrôle et plus je vais parer aux imprévus. Mais c'est une croyance limitante, ce n'est pas la vérité. La vie ne s'est jamais passée de manière plus paradisiaque parce que on a tout mis sous contrôle. Au contraire, je crois même que la vie, l'expérience de vie nous prouve que nos peurs se réalisent. Donc ce serait comme une prophétie auto-réalisatrice des peurs. Alors ici, j'aimerais quand même nuancer mon propos et préciser surtout que du point de vue de la personne qui fait ça, elle pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc ce n'est pas de mauvaise foi, de mauvaise volonté. Elle pense sincèrement que c'est ça qu'il faut faire. Alors, au point numéro 2, j'ai indiqué les explications. Alors, ici, c'est aussi une tentative désespérée de solution. On croit que plus on va expliquer, plus on va communiquer, plus on va chercher à convaincre l'autre par la logique, eh bien, plus ça va aller bien et donc se solutionner. Et donc ici, la croyance, c'est si je lui explique par la logique, je finirai par le convaincre. Et ce que je dis est tellement logique, évident et cohérent puisque ça l'est pour tout le monde, il ne peut qu'y adhérer. Mais de nouveau, il s'agit ici d'une croyance. Alors au point numéro 3, une tentative de solution, c'est d'éviter de parler du problème. Éviter de le remuer émotionnellement, le pauvre ou la pauvre évitante, je ne veux pas aller la bousculer et en fait, c'est aussi une façon d'éviter de souffrir. Mais l'évitement, c'est de nouveau une croyance. La croyance est que si je n'aborde pas le sujet qui fâche, eh bien, tout ira bien et l'autre m'aimera d'autant mieux. Alors ici, on pourrait me rétorquer que l'évitement, c'est notamment la défense la plus massivement utilisée par la personne B, la personne qui évite donc. Et en effet, elle évite lorsque quelque chose dissonne dans la relation. Elle évite comme un enfant qui s'éloigne ou qui se rapproche lorsqu'on est cohérent ou pas. Elle évite comme un baromètre pour indiquer que la relation est en authenticité, en vérité ou pas.
Mais tout comme un enfant, il n'est pas dit qu'elle sache mettre des mots dessus tels que je le fais là pour vous. Ce sont des mécanismes tellement inconscients ou instinctifs que la personne ne les identifie pas toujours clairement. Mais tant que la personne A ne va pas regarder dans son ombre, elle ne peut pas savoir si elle est authentique ou en vérité. Donc vous voyez un peu comment ce serpent peut se mordre la queue, c'est-à-dire que on est face à un voile, véritablement le matériel traumatique, il s'agit d'un voile devant nos yeux et à partir de là, on juge le monde et on juge l'autre. On peut rester assez longtemps à tourner en boucle dans ce cercle vicieux sans comprendre ce qui se passe. Au point numéro 4, j'ai relevé la recherche de certitude, le besoin d'avoir la garantie que tout est OK avant d'agir. Donc, ça se rapporte aussi à du contrôle. Et le fait d'avoir besoin que tout soit comme ça, aligné, que toutes les planètes soient alignées, eh bien, ça empêche d'agir. Ça empêche l'action car ça la reporte. Alors, la croyance ici, c'est que je vais d'abord consulter l'extérieur, je vais consulter tous les amis, les vidéos YouTube, les experts, car je marche sur des œufs et j'ai peur de mal faire. En 5e position, il y a l'hyper-responsabilisation, le fait de s'attribuer la responsabilité de ce qui se passe dans la relation. On assume tout et donc on se culpabilise aussi pour tout. C'est ce qu'on appelle une attribution causale interne. La croyance ici, c'est je dois tout faire pour être aimé et qui est assez typique donc des attachements anxieux. N'oubliez pas que dans les schémas que je propose sur cette chaîne, il s'agit vraiment d'une systémie, c'est-à-dire que tout le monde fait quelque chose, tout le monde a un rôle à jouer, ce n'est pas uniquement l'une ou l'autre personne. Les deux participent à leur manière au bon fonctionnement de la relation. Ici, la personne B envoie des indices à la personne A pour qu'elle puisse se retourner et aussi regarder dans ses angles morts, regarder ses ombres. La 6e tentative de solution et qui ne fonctionne pas, donc je vous rappelle ici, ce sont toutes des tentatives qui avortent, qui ne sont pas fonctionnelles. Pourquoi elles ne sont pas fonctionnelles? C'est qu'elles partent sur base de croyances erronées. Donc le 6e point, c'est le fait de déléguer la responsabilité à l'autre. Donc on attend de l'autre qu'il agisse, donc c'est pile le contraire du point précédent. Et la croyance ici, c'est que l'autre, il va se bouger et c'est quand même à lui de se bouger vu que c'est lui qui cloche dans l'histoire. Donc vous comprenez ici que ce soit l'un qui se responsabilise à outrance en se flagellant ou qui croit qu'il suffit de déléguer tout ça à l'autre, ça ne fonctionne pas. Le couple est véritablement une danse à deux, un système à deux. Les deux doivent être inclus. 7e et dernier point, j'ai nommé la stigmatisation. Alors, je ne crois pas qu'il soit possible de solutionner quelle relation que ce soit en allant appliquer des étiquettes sur l'autre, en le critiquant, en l'enfermant dans cette histoire d'évitant. La croyance ici, c'est que je vais identifier le mal qui est chez l'autre et quand je vais lui dire, eh bien, il va m'aimer, forcément. Il va tomber amoureux de moi puisque j'essaye de le sauver. Ici, vous entendez que ça part d'un bon sentiment, mais que ce n'est pas vu depuis un endroit adéquat puisque c'est vu à travers le voile du matériel traumatique. Et donc, je reviens sur mon propos. Pour pouvoir lever ce voile, pour passer à travers le matériel traumatique et se réunir, et donc pour s'en libérer, il s'agit à chacun d'aller regarder ses ombres. Et bien souvent, la personne qui a mis en place toutes ces tentatives de solutionnement et qui n'y arrive pas, pour les raisons que j'ai citées, elle gagnerait au préalable à faire ce véritable retour sur elle-même
pour intégrer toutes les parties d'elle-même et notamment son ombre. Ce travail d'intégration de toutes les parts de soi et de l'ombre, il se poursuit au fond toute la vie. Et donc, à quel moment cela s'arrête et à quel moment l'autre nous voit et nous reconnaît pour notre véritable identité, notre véritable soi? Eh bien, à partir du moment où on arrive à reconnaître notre ombre, eh bien, on reconnaît sa voix, on n'est plus obligé de la laisser intervenir à tout va dans la relation, quitte à l'abîmer. On la reconnaît pour ce qu'elle est et on l'accepte, c'est tout. On reconnaît que c'est la voix qui nous apporte de la distorsion, qui nous amène à rationaliser et à vouloir expliquer des choses à l'autre, à vouloir le responsabiliser de tout ou alors prendre tout sur soi. On n'est plus obligé de se laisser piloter par elle. À cette occasion, on se solidifie intérieurement et du coup, lorsqu'on va s'exprimer sur l'extérieur avec l'autre, par une affirmation juste, on donne l'indice à l'autre qu'on est enfin prêt pour la relation. Ainsi, un rapprochement pourra survenir, une réunion pourra sceller la relation et l'amour éclairer le cœur des deux partenaires. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous ne voyez pas comment entreprendre ce chemin, n'hésitez pas à me contacter sur filhorizon@gmail.com. Je vous accompagnerai alors vers l'amour auquel vous aspirez. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager ou à vous abonner pour plus de podcasts. Je vous remercie pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.